Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Hey, un peu en retard pour ça dans le retour et vu que ça sort après dans la vraie vie aussi sur internet, mais bon Halloween pareil, c'est surtout ça que je voulais dire. On est au spécial Halloween qui est un peu une continuité de l'épisode de la semaine passée en fait où on parlait avec Jared Mann pour le festival Spasme et cette semaine, juste pour le fun, on a décidé de vous faire une espèce de petit triptyque de films d'horreur Keb. En fait, film d'horreur, film d'Halloween Keb en fait, pour être très honnête. Alors, c'est ça, on se lance là-dedans avec, on va commencer, ouvrir le bal avec Cadavre d'Éric Canuel, que ça faisait longtemps que j'avais le goût d'en parler dans un micro et que je sais que mon invité avait aussi le goût d'en parler tout le temps non-stop. Alors, on reçoit une fois de plus, parce qu'on l'a bien aimé, Marie-Ève Thérien. Salut Marie-Ève, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va toujours bien en octobre parce que moi j'adore l'Halloween. C'est vrai, c'était dans ta bio du premier épisode, de genre t'aimes l'Halloween, t'aimes les chats. Je pense qu'il y a encore des chats en octobre, fait que tout va bien. J'avais dit l'horreur, là, mais horreur, Halloween, c'est main dans la main avec les feuilles d'automne et tout. Allez. On aime. Allez! Je suis content. Ah, et aujourd'hui, on va parler de Cadavre. Puis c'est un peu toi qui as amené l'idée, en fait. T'avais des choses à dire sur ce film-là. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui a influencé ton choix? Ben là, je pense pas que c'est nécessairement mon choix que j'ai imposé, mais j'avoue que si on me demande mon film de genre québécois préféré, c'est certainement dans le top. Je trouve que c'est un film qui a une belle identité, qui fait du sens dans son non-sens, qui est visuellement intéressant, qui a osé, qui est edgy, qui est différent, avec des belles performances, des trucs chouettes, de la belle musique, des beaux dialogues qui viennent d'un livre aussi très bien écrit, donc c'était un petit peu... c'est un bel hommage. Je trouve que c'est une belle adaptation, puis je dis ça, mais j'ai lu le livre quelques années après avoir vu le film. Puis, c'est vrai, moi aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Beaucoup d'amour, ouais. Je suis d'accord avec toi, en fait, beaucoup d'amour. Je pense que je vais partir de là parce que c'est... je trouve ça intéressant. Il commence le film, en fait, directement en disant, genre, inspiré de l'œuvre de François Barcelot, mais il donne pas le sous-titre avant vraiment la fin du film, juste avant le générique, qui dit, genre, Cadavre, un genre de love story, qui est quelque chose sur le fun parce que c'est un sous-titre qui peut vendre beaucoup de punch, que... C'est vrai que c'est une histoire d'amour, d'abord et avant tout, mais une histoire bien pas claire, redneck keb, genre, donc... Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ce film-là, puis j'ai eu bien du fun à le réécouter aujourd'hui, pour de vrai. Oui, ben effectivement, on va pas dire tout de suite de quel autre film on va peut-être parler plus tard, mais les deux sont des sortes d'histoires d'amour très peu standards. Conventionnelles. Très peu conventionnelles, effectivement. Que dire sans trop en dire? Patrick Huard, pour commencer. C'est jamais trop de dire Patrick Huard, effectivement. Patrick Huard, qui a un look que moi je trouve très... attirant. Sans blague, parce que c'était vraiment pas leur point. Ouais, non, je le sais, mais... T'sais, on sait que moi, mon Ryan Gosling préféré, c'est dans Blue Valentine, là, fait que... Oui, on sait tous ça. On sait tous ça. Ouais, non, le 7 jours, ça peut plus de republier la nouvelle, là, c'est... Mais ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment cool avec, genre, les cheveux tout croche, le Kraft Dinner trop cuit, parce que moi, je suis team pâte trop cuite, ça m'a beaucoup rejoint, ça. Cool. Et t'es moisi aussi, ou... Ben... Parce que moi, ce gag-là, je l'avais oublié, puis il m'a pas fait du bien. Là, genre, comme, t'as-tu mis des épices? Je pense pas. Tu viens de le faire. Genre, ça doit être du moisi. Dit-il comme s'il venait de dire, hey, ça, c'est un pneu. Ben, son macaroni serait vraiment plus Instagrammable, mais je pense vraiment pas que Raymond a une page Instagram très active. Non, le Wi-Fi est pas bon dans cette maison-là. Non, hein? Mon Dieu. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est déjà miraculeux qui pogne le câble, mais... Oh my God. Moi, je soupçonne c'est juste plusieurs enregistrements sur VHS. Non. Ils ont loué une chambre de motel une fois, ils ont enregistré toute la nuit, puis ça a meublé l'année au complet. Non, je sais que c'est le câble, mais c'est... Mais en fait, genre, c'est drôle, tu parles du charme de ce personnage-là, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est les gens ont quand même l'air d'exister pour vrai dans un film qui est dramatiquement surréaliste, genre. Puis c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, tu sais, c'est très... Je l'ai dit tantôt, c'est très redneck Québec, j'ai l'impression. C'est très genre comme... Vous savez que vous sortez un peu de Montréal, puis vous allez peut-être tomber là-dessus, peut-être. Vous allez peut-être pas mourir autant. On vous le souhaite, en tout cas. Mais des maisons qui vont pas bien avec des marches un peu dangereuses, it's a thing, les chums. Bon, on n'a même pas besoin de sortir de Montréal pour des marches dangereuses. Là. Je tiens à dire que à chaque fois qu'on prend une marche, on voit un balcon qui est dans un angle absolument mathématiquement impossible, puis on se dit, moi, personnellement, je chillerais pas sur ce balcon-là. Donc, le délabrement ne va pas du tout avec la région seulement, mais effectivement, ça utilise un cliché du cinéma québécois, mais
c'est un peu un commentaire sur ce même cliché-là, en disant comme, tu sais, on pourrait en revenir, puis si on n'en revient pas, on pourrait peut-être l'aborder d'une façon différente. Mhm. Non, c'est vrai, je suis bien d'accord. En fait, on pourrait peut-être embarquer directement sur la vision artistique d'Éric Canuel parce que c'est Éric Canuel qui a fait ce film-là. Oui. J'aimerais peut-être ça que tu m'éclaires un peu parce que c'est le genre de recherche que j'aurais dû faire en tant qu'animateur, mais j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui est connu. Je le connais étrangement, surtout pour le Loup-garou du campus, mais je pourrais pas exactement nommer tant de films que ça qu'il a déjà fait. Donc, c'est-tu un réalisateur qui fonctionne? C'est-tu un qui fonctionne pas? Cadavre, c'est son film le plus connu? Que se passe-t-il? C'est absolument pas son film le plus connu, mais je peux pas aller plus loin dans la conversation parce que j'ai eu le temps de faire aucune recherche. Puis, mais je le sais qu'il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait, donc? C'est des films populaires québécois, genre, je vais pas dire Bon Cop, Bad Cop, là, c'est pas ça, là, mais... Oh my God, ça se pourrait. C'est ça? Oh my God, ça se pourrait, nos deux. Je pense qu'il faudrait peut-être Nos comme... deux téléphones en train de chercher. Attends, je vais faire une recherche pour voir, ça fera de l'intéressant montage. Parce que, ouais, non, mais j'espère que ça va survivre au montage, c'est très intéressant. Ben ouais, non, pour vrai, les gens dans l'auto. Ah, j'avais raison. Oui, Bon Cop, Bad Cop. Oh my God! Bon ben, excusez, on va parler de ça définitivement. Ok, Bon Cop, Bad Cop. Fortier. Barrymore, Fortier, Undercover, Grandpa. Ouf! Excusez, je suis crampé. Oh là là. Mais ouais, Éric Canuel qui a techniquement fait... il me semble que Bon Cop, Bad Cop, c'est encore à ce jour un des films québécois les plus rentables de tous les temps, genre. Ben, si c'est pas là. Ça se peut. Ça a été là pendant un certain temps. C'est quelque chose d'un peu fascinant parce que c'est un peu les mêmes années, en fait, que Cadavre est sorti. Puis Cadavre est vraiment définitivement un film d'auteur. Autant qu'effectivement, c'est une adaptation, mais c'est aussi, il y a vraiment comme une perspective qui est intéressante. Beaucoup de risques. Très, très comme esthétique cirque. Puis c'est étrange à quel point, comme tout le monde qui a joué là-dedans, de un, a l'air d'avoir vraiment du fun. Deuxièmement, était au pic de comme leur moment âge d'or dans le palmarès du cinéma québécois. Et pourtant, même sur papier, ça devait pas sonner comme un bon move de carrière de faire ce film-là, là, si je puis me permettre. Ben, je pense que c'était une gang de chums et aussi une opportunité qu'ils savaient qu'ils se représenteraient pas plusieurs fois parce que, comme on a dit, c'est vraiment un film qui est quand même unique dans le paysage du cinéma québécois. La preuve, les médias ont tellement pas su quoi en faire parce que derrière la jaquette autographiée de ce film que je possède, on y reviendra peut-être plus tard, il y a une critique de, je vais regarder pour pas dire n'importe quoi, de quel média a dit ça. Prends le temps. À TQS. Ouais. TQ. Oh my God, ça a bien vieilli, ça. Valérie Simard à TQS a dit « C'est mon meilleur film. Si vous aimez le style Quentin Tarantino, vous allez adorer ce film. » Oh my God, ça, c'est une bonne citation d'une personne qui a vu le film pour de vrai. Oh my God. Excusez. Mais comme ça n'a rien à voir avec Tarantino, donc c'est juste « Hey, il y a une facture visuelle inhabituelle. » C'est genre surstylisé. Et comparé à Quentin Tarantino, c'est juste de se dire comme tu sais, les deux films ont vraiment leur signature visuelle, c'est comme une explosion de style, puis c'est ma seule référence par rapport à ça, donc c'est ça que je vais name drop. Je trouve ça vraiment comme cheap comme raccourci. Je m'excuse si cette dame nous écoute, on t'aime quand même. Ben, il faisait souvent ça à l'époque, puis c'était tout le temps un peu malaisant, le principe de genre, si le film ressemble pas à tous les films, automatiquement, c'est un peu comme Quentin Tarantino. T'sais, c'est un peu comme quand La Loi du cochon était sortie de... Chris, c'était-tu Éric Canuel, ça aussi? Ben là. Ouais, on aurait dû faire nos petites recherches, hein. Qui avait dit c'est un Tarantino à la campagne, genre. C'était-tu. Pas là. Ah, Nez Rouge, hein, quand même. Oh my God, c'est là qu'il a rencontré Patrick Huard. Il a fait le dernier tunnel aussi, my God. Il s'en pose. La Loi du cochon. Oui, Éric Canuel, encore une fois, il a fait tous les films. Je pense que c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Bon, ben, Éric Canuel se fait constamment comparer à Tarantino. C'est quand même quelque chose de pas pire parce que sur la boîte du DVD, il était aussi écrit genre un Tarantino à la campagne, plus comme comment. Ok, c'est un petit peu ridicule, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Nez Rouge, c'est quoi? C'est Kill Bill, genre? C'est un Tarantino à la un Tarantino festif. Ouais, puis Bon Cop, Bad Cop, c'est un Tarantino aux frontières. À la frontière. Au Québec, en Outaouais. Là. C'est Seigneur Dieu. Ouais, non, je pense que c'est pas une critique, c'est pas un podcast qui critique les critiques, mais on est rendu là, ben comme non, juste changer de tune, ça commence à être un peu répétitif. Fait que les DVD seraient pas en train de disparaître si on écrivait des meilleures critiques dessus, je le sais pas, on brainstorm. Mais non, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé, comment dire, c'est drôle parce que dans l'époque aussi, il y avait quelque chose qui arrivait un peu dans le cinéma d'horreur, mais dans tout, une espèce de fascination pour les gens en région, pas d'éducation. Puis pas juste au Québec. Tu avais une espèce de trend dans le cinéma d'horreur qui était très genre comme c'était souvent des preppies qui se perdaient dans le bois, puis soudainement il y avait des rednecks cannibales qui se mettaient à les attaquer, genre. Puis c'est drôle parce que ça aurait pu être ça. T'sais, genre quand tu regardes La Maison, comment ils l'ont fait dans Cadavre, ça fait énormément penser à Texas Chainsaw Massacre, puis à ce moment-là aussi, ils commençaient à sortir les remakes, puis ainsi de suite, mais
il y a pas de meurtre dans ce film-là. Il y en a pas. Il y en a pas pantoute. Genre, comme, ben non, il y a juste toute une suite d'accidents. Genre, la vie vient à bout de tous ces gens-là. C'est le truc le plus violent, c'est un raz-de-marée de petits cochons. Genre, c'est... Ben, le petit cochon qui se fait tirer dessus, là, même si c'est effectivement un accident, c'est la mort la plus violente et la plus, comme, directe, je suppose. Mais effectivement, sinon, c'est juste des problèmes de menuiserie, puis de malentendus, puis de... Non, il y a des meurtres là, dans la scène de salle de bain, mais c'est plus des... dans sa tête, c'est de la légitime défense. Là, Ouais, genre, c'est de la panique totale, mais ouais. Non, c'est ça, lui, il est pas sûr. Là, il est en train d'écrire un scénario puis de chier. Là, il était tranquille. Là, fait que c'est... Non, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant sur le fait que genre tout fait juste s'effondrer. Tu sais, ça part vraiment juste de ça. Puis je trouve que c'est quelque chose de terrifiant, mais d'intéressant sur le fait que genre... Raymond, il veut pas qu'il arrive quoi que ce soit. Là, genre, comme il essaie pas que les choses se passent. Il essaie que tout reste pareil. C'est genre, c'est Capitaine Statu Quo, là, ce gars-là. Là, c'est un personnage que je viens d'inventer. Ouais, Capitaine Statu Quo. Je sais pas, là. Je pense qu'il aimerait quand même se rapprocher de sa sœur, on va se le dire. Là. Oui, effectivement. On peut aborder ce terme-là, d'ailleurs. Est-ce que c'est un film pro-inceste? Non. C'est un film qui dit que les traumas de l'enfance peuvent mener à une situation où tu te mets toi-même dans des relations tellement horribles avec les hommes qu'au final, c'est peut-être ton frère qui est ta meilleure option. Oh my God! Ça ramène un peu à la vie vient à bout de ces gens-là, là, mais ouais, parce que, tu sais, dans le meilleur des mondes, l'inceste n'est pas une solution, mais pour Angèle, malheureusement, c'est vrai que c'est Raymond qui l'aime le plus honnêtement de tous les hommes qu'on voit dans ce film-là. T'sais, tout le monde se sert d'elle, puis tout le monde la voit comme un objet, puis même si lui, il la sexualise, puis il est attiré, il la voit comme une personne entière, puis il a des vrais souvenirs avec elle, puis... C'est vrai. Ça a quelque chose de étrangement touchant, tu sais. Ouais. C'est quelque chose d'intéressant aussi. J'avais pas pensé à ça parce que j'ai écouté ce film-là il y a longtemps au Carrefour 10 de Joliette, dans le temps, là, genre, mais comme... tout est propre d'un souvenir. Puis j'ai pas été capable de savoir, genre, si, mettons, c'est son interprétation de genre tout est plus magnifié parce qu'il était jeune ou comme juste, ça a déjà bien été, cette maison-là. Tu sais, il y a pas 8 chars brûlés là, dans la cour d'école. Tu sais, genre, il revit souvent... Dans la cour d'école? Dans la cour d'école, oui, effectivement. Ah, t'as pas vu la version longue, celle où il y a tout son secondaire au complet, pas d'ellipse? Non, t'as-tu écouté 1981 en même temps? Oui, absolument. Je doutais en 3 télé. T'avais aussi 2001, une Odyssée de l'espace. J'ai rien compris. Excellent programme triple. Oui, très cohérent. Halloween au bout, là, absolument. Ben mais oui. Non, en fait, mais tu sais, il était dans le cours, puis il revit des moments, mettons, genre, aux mêmes endroits, il vit des affaires dans sa chambre, puis tu sais, sa chambre est propre, il y a des objets qui font du sens dans une enfance, puis tu sais, comme, c'est dans son passé, ça allait bien, genre. Fait que je sais pas, c'est bizarre, j'ai vaguement l'impression, genre, que c'est un peu de montrer que ça a déjà été correct, tu sais, la mère a déjà bien été, il a déjà été correct, cet enfant-là, ils ont eu une enfance qui faisait un peu de sens jusqu'à ce que ça en fasse plus pantoute. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu pantoute qui est arrivé. Non, j'ai l'impression que c'était des bouts parce que, tu sais, c'est très bien exposé que sa mère a eu plusieurs... prétendants. Je me rappelle pas du mot qu'il utilise, c'est un petit peu plus rough, mais c'est pas carrément... Je pense qu'il disait chien sale. Ouais, la galerie des chiens sales. Ouais. En tout cas, bref, il y a des peintures de tous les hommes qui sont passés dans sa vie sur les murs de la chambre de la mère. Puis j'ai l'impression que c'est ça, dépendamment d'avec qui elle était. Il y avait peut-être des moments où c'était plus stable et tout, parce que, tu sais, on voit qu'ils sont quand même... Ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, parce que, tu sais, Angèle serait pas rendue où elle est rendue, même si, bon, ça a été avec des moyens un peu... discutable, mais tu sais, comme quand elle se décide à faire le ménage puis qu'elle fait le ménage, c'est beau, tu sais, elle est capable de comme se prendre en main, fait que j'ai l'impression que la mère aussi a eu des moments où c'était très sous contrôle, tu sais, mais que c'était vraiment pas stable. Il est vraiment ému quand elle a fait le ménage, genre, il est juste que, ça fait vraiment du bien, ben là... Elle a tout aligné les bouteilles vides, tu sais, faut le faire quand même. Non, il y en avait beaucoup, là, Et ça, j'adore ça, en plus, j'avais jamais remarqué ça, mais genre, il commence le film en disant genre il reste une bière mais finalement il en reste plus, elle est ouverte puis elle est vide, genre, mais tout ce qu'ils font pendant tout le film c'est têter des bouteilles vides. Ouais. Il y a pas de bière, ils ont tout le temps une bière mais il y a pas de bière, c'est fucking drôle là. Ouais, moi je trouve ça drôle là. C'est aussi peut-être genre une façon de que ça soit plus facile de faire le suivi puis une critique de, tu sais, dans les films c'est le comment ça s'appelle? La continuité, là, c'est l'erreur de continuité par excellence. Ouais, mais c'est quoi le mot en anglais? La gaffe, genre. En tout cas, oui.
Mais ouais, c'est ça, quand quelqu'un soit fume, soit mange, soit boit, c'est que le niveau change tout le temps. Puis je sais que c'est surtout pour les verres de café en carton, là, ça arrive tellement souvent que le verre est vide puis qu'on s'en rend compte. Là, parce que qui se commande un café, le reçoit puis prend une énorme gorgée direct, genre comme ça? Là? Ok, t'as été ailleurs. Moi, je pensais que t'allais parler de Game of Thrones. C'est. Non, pas du tout, Non, là, non, ça mais n'a pas rapport, mais non, mais juste Ben, juste que- un peu parce que Game of que le Thrones. contenant soit vide, Oui. mais qu'il joue un contenant plein, je trouve ça drôle. Ben, tu dis que ça n'a pas rapport, mais je trouve juste ça drôle de te l'apprendre. Mais genre, Game of Thrones a été gâché parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié son café Starbucks sur un des sets. Tu me l'apprends pas, je le Ah. savais, mais ça n'a pas rapport parce qu'il aurait été plein ou vide que ça aurait gâché la scène de la même façon. Il y a un Là. problème pareil, mais en tout cas, ils se sont forcés, c'est tout. Ils se sont forcés du début à la fin. Très bonne série, bravo. Mais voyons, je règle des comptes. Ouais, Mon non, Dieu, qu'est-ce qui se passe? il y a juste, j'aime pas Game of Thrones. Ouais. Mais non, c'est ça, Cadavre de Eric Annuel, qui encore une fois a fait tous les films. Moi, il y a quelque chose qui arrête pas de me revenir dans la tête, puis c'est très, très personnel, mais tu sais, ça t'arrive-tu, toi, des fois, de penser à comment on t'a parlé d'un film la première fois? Parce que moi, c'est un de mes amis, j'étais au secondaire, il m'avait parlé de Cadavre, puis il avait fait genre, il faut que tu ailles voir ça, Julie Le Breton est tout nu tout le temps. Puis moi, ça a longtemps été la seule affaire que je connaissais de ce film-là, de vraiment juste comme, ça c'est. Nudité, genre. Non, c'est ça exactement, mais genre, comme de un, c'était plus que ça, même quand je l'ai vu à cette époque-là où j'étais très jeune, mais genre, c'est fou parce que genre, j'ai l'impression que c'est le genre de film, il y a énormément de monde qui se souviennent de ça juste pour ça, puis c'est rien dans l'histoire. Là. Vraiment, c'est de la bonne nudité, là. C'est vraiment pas comme. C'est vraiment pas du glam comme porn en tant que tel. Je trouve qu'il y a une espèce d'érotisme extrêmement fonctionnel qui marche avec ça, mais sinon, tout fait du sens. Il y a beaucoup de prises de risque, il y a des performances comme super honnêtes. C'est un film qui a beaucoup à offrir. J'ai l'impression que les gens s'en souviennent pour genre 2-3 affaires, genre du monde d'une fausse sceptique, puis Julie Le Breton tout nu. Là, c'est. Ouais, non, c'est vrai. Je trouve que son hystérie est incroyablement plus intéressante que sa nudité. Et c'est une très belle femme, et je n'ai absolument rien contre la nudité, mais sa performance va tellement au-delà de ça. Là, le moment où elle pète sa coche, puis tout, puis qu'elle est déterminée à s'en aller, mais qu'elle a modifié son auto, puis qu'elle peut pas partir, c'est vraiment beau. Là. C'est du jeu. C'est très. Puis on va en parler tantôt parce que j'ai des points à dire sur l'autre film dont on va parler tantôt par rapport à ça, mais il y a quelque chose de très presque John Waters, genre, presque. Oui, je comprends. Je vais te laisser finir. Mais C'est quoi le mot camp? Oui, c'est très. Ben moi, j'aurais dit surjouer, en fait, parce que. Oui, mais non, parce que surjouer, c'est une connotation négative. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais là. c'est pas tenu d'en avoir, c'est peut-être juste moi qui pense ça, mais j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un sur le fait que genre il y a du monde qui sont bons pour surjouer. Il y a du monde que leur surjeu est agréable, puis la personne que j'y avais donné comme exemple, c'est toi tu le connais plus pour celui qui a joué j'ai oublié son nom, mais il joue dans Frisson, il joue un des deux méchants dans le 1, genre. Mais moi je le connais comme Shaggy de Scooby-Doo. Là. Ah, ben oui. Ce gars-là, Matthew. c'est pas Broderick, c'est tout ce que je peux dire. Non, c'est pas Perry non plus. Stewart. En tout cas, il joue dans Good Girls aussi, excellente série. Mais oui, non, ce gars-là a un surjeu absolument incroyable. Il y a beaucoup de monde qui sont bons pour faire ça, juste comme faire de quoi, qui est comme, ok, ceci ne ressemble pas à un humain, mais my God, que j'embarque pareil. Puis Julie, je la connaissais pas de même. Non, ben je pense peut-être qu'elle non plus, elle se connaissait pas de même, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi elle a accepté de jouer là-dedans, justement. C'est-tu ce qui est fascinant aussi dans ce film-là, c'est que à cause du fait qu'on voit comme plein de scènes de sa série dans lesquelles elle est turbo à chier, genre, t'as autant du mauvais surjeu que du très bon surjeu dans le même film de la même personne. C'est assez incroyable. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, ouais, c'est le meilleur et le pire du pire de la meilleure façon. Ouais, ou l'inverse, en tout cas. En fait, même, si je peux me permettre, moi, je suis un gros fan de Série Noire, la série de François Letourneau, en fait, puis je pense que ça n'existerait pas si c'était pas de Cadavre, le film, parce qu'il y a, pour vrai, là, genre, comme tu vois vraiment des éléments clés de Série Noire, que genre, comme leur grand-papa, c'est Cadavre, là. T'sais, autant justement après ça d'avoir une mauvaise série en parallèle qui suit l'histoire avec des extraits, que des personnages plus grands que nature, que vraiment juste du monde qui essaie de faire quelque chose au quotidien, mais que c'est vraiment dans la force. Ça n'a pas de sens que les gens le disent, mais ils le disent avec tellement de confiance puis de nonchalance que ce sera juste ça, là. Autant qu'on met de l'importance sur genre comme tu sais pas ce que c'était 1996, ça c'est ma phrase préférée de Série Noire, que juste comme je me souvenais pas de la force de ça parce qu'est-ce que j'étais trop concentré sur la nudité quand je l'ai vu la première fois, mais juste Patrick Huard à chaque fois que quelque chose arrive il est juste ben là non, c'est ben voyons donc. Ben voyons donc. C'est ben voyons donc. Ben voyons. Ben non, moi, ça m'a marqué dès la première écoute, là. Genre, à chaque fois que je dis ben voyons donc, je pense à la planche dans la tête, puis comme, non, ça me fait vraiment rire, là. Mais j'aime tellement son...
son désespoir est actif tellement qu'il est tanné, genre, puis ça, on est d'accord qu'on peut relate. Ces temps-ci, on est bien occupés les deux, puis on a plein de projets, puis on dirait que le monde autour de nous font pas toujours du sens, puis... Non! Ben voyons donc, je le feel au plus profond de mon âme, au quotidien. Hey, ça, c'est fou en plus, parce que on fera pas un éditorial comme politique, sociale trop longtemps, mais avec la pandémie, j'en parlais avec mon bon ami Charles Beauchesne il y a pas longtemps, puis le terme qu'il utilisait, c'est genre, les gens, Vincent, sont maintenant des loups-garous. Puis là, je suis juste comme, je comprends pas ce que tu dis. Puis comme moi non plus, c'est ça l'affaire. On comprend pas comment ça pense un loup-garou, je comprends pas comment les gens fonctionnent. Puis juste comme, ben les gens comprennent plus comment interagir avec les gens. J'adorais mon quartier, ces temps-ci, il y a un doute qui se promène dans la rue, puis il se coupe la main avec un exacto en regardant les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez, les gens? Puis en tout cas, bref, je capotais, puis j'étais comme, ouais, mais il arrive tellement d'affaires dans les 2 dernières années que maintenant, j'entends une affaire de même, puis je suis juste comme, ben voyons donc. Mais voyons donc. Non, mais je sais, je suis sur des pages, mettons, de service à la clientèle, puis il y a plein de jeunes de 16-17 ans qui se font faire des menaces de mort parce qu'il manque une commande d'un resto, là. Des menaces de mort. Oui! J'ai eu des très mauvaises expériences, genre, en tant qu'employé, mais tu te fais menacer de mort parce que t'as, genre, oublié d'enlever la laitue d'un club sandwich, là. Mettons, Je peux pas comprendre, tu sais, ben voyons donc, on est tanné, mais je peux pas comprendre d'être tanné puis de projeter ça sur les gens de cette façon-là, c'est dégueulasse. Non, là, c'est ça, là, c'est comme genre comme si t'as oublié d'enlever la marde d'un club sandwich, ok, peut-être, une mini-menace de violence physique, là, mais genre... Non, même pas. Non, je sais, c'était... Tu pourrais me servir genre de la merde dans une boîte en styromousse, puis je ferais une plainte, mais ma plainte, ça serait juste comme, ben, tu sais, s'il vous plaît, peut-être passer à changer vos méthodes. Ouais, non, c'est ça, il y aurait à travailler, là, donc... Ça m'a un peu coupé l'appétit. Non, je suis zéro... c'est trop polite, ce club sandwich-là. Vraiment polite. Ouais, fait que c'est fou en plus parce que c'était un peu... a été longue cette époque-là, mais je trouve que c'était une belle époque. Tu sais, c'est Patrick Huard qui jouait dans des films, puis on était comme, est-ce que ça gosse, là, les humoristes, que c'est des acteurs, mais genre, Patrick a pas... Ben, est-ce que tu te rappelles qui a dit ça? Non. Le monsieur qui est sur la toilette. La première controverse. Quoi? C'était dans un gala, puis c'était Christian Bégin. Pour vrai? Oh my God! Faudrait qu'on retrouve l'extrait, là, mais genre, pis, tu sais, je veux dire, je mets pas ma main au feu, là, c'est très loin dans ma mémoire parce que ça fait plusieurs années, mais ouais, c'est lui qui avait... il s'est rétracté depuis, je suppose, parce que Patrick Huard a fait ses preuves et il veut garder sa job, mais... Ben, oui, effectivement. Mais ouais, c'est de lui que ça vient. Oh my God, ça c'est très drôle, là. Le pire, c'est que j'aime beaucoup Christian Bégin, mais j'avoue que... Non, ben c'est particulier. Je le fait, les gens doivent être à la bonne place au bon moment. Là. C'est drôle parce qu'on va en parler tantôt dans un segment, moi puis Julien Knafo, le réalisateur de Brain Freeze, mais il s'est quand même ouvert pour dire que tout le monde avait été capable de faire une performance qui sortait de son personnage, c'est-à-dire de comme ça... Son casting. De son casting, ben plus de sa persona de célébrité, parce qu'il y avait beaucoup de visages très connus dans son film, en tout cas vous allez l'entendre tantôt, mais il y a une personne qui a pas été capable de le faire, et ça donne que c'était une humoriste. Donc, ça me fait juste rire qu'on fasse ça, parce qu'effectivement, en tant qu'humoriste aussi, je le sais, il y a beaucoup de fois où on prend notre personnage comique, puis on essaie de le mettre, même de le crowbarrer dans un film, puis des fois, ça peut faire comme des petits moments cringe. Je salue encore le talent d'Alec Pronovo pour casser des humoristes. Il le fait vraiment très, très bien, mais des fois, quand c'est mal fait, c'est mal fait. Ben, non, mais moi, ça me fait penser, parenthèse, Bon Cop, Bad Cop, Louis-José Hood, qui joue Louis-José Hood à l'infini. Là. Absolument. Je pense que c'est ça qu'on lui a demandé. Là. C'est vraiment pas contre lui, mais... Tu veux-tu un fait divers intéressant? Je vais me le dire à la radio. Là. De toute façon, on a assez pas d'auditeurs pour l'instant, parce qu'on commence, pour que les 52 qui l'écoutent trouvent ça le fun. Mais Louis-José Hood, une fois, il est venu à l'école de l'humour, en fait, pour nous jaser, puis il nous a dit qu'on lui avait offert le rôle masculin principal dans le film de Denis Arcand avec, oui, c'est vrai. avec Marie-Pierre Morin, genre. Puis j'adorais le fait parce que genre Louis-José est quand même très humble par rapport à ce qu'il est dans tous ses films. Oui, il joue Louis-José Hood, mais c'est des films qui sont bien écrits pour faire jouer Louis-José Hood aussi. Genre, il travaille super bien avec Émile Gaudreau, ça marche comme vraiment bien. C'est juste que quand Denis l'a approché, il a fait Denis, merci, mais je sais ce que tu veux faire. J'ai pas envie de faire ça. Mais merci. Puis ça a étrangement encore plus bien vieilli, cette décision-là, qu'on pensait. Ouais, mais mais non, c'est ça. C'est que je trouve que Patrick, c'était vraiment une époque où il essayait vraiment de faire ses preuves. Il prenait beaucoup de risques. Genre, comme c'est drôle, parce qu'on l'a mis quelque part. Je sais pas, il est où? Il est là! Il est là! Cette espèce de film-là que personne... Non, oui, ben sur le seuil aussi, effectivement. Bon exemple également. Mais comment ma mère accoucha de moi durant sa ménopause, un film, encore une fois, sur est-ce qu'on couche avec nos sœurs ou on couche pas avec nos sœurs, avec Patrick Huard, encore une fois. Et
Qu'est-ce que tu as à nous dire, Patrick? Non, On est là pour toi, on Ouais, t'écoute. non, qu'est-ce qui se passe là? Il est sûrement dans les 52 qui nous écoutent, Oui, n'est-ce oui, pas? absolument. Le gros fan de CIBL entre 15h et 16h le mercredi soir. Là. Ça, c'est classique moment Patrick dans son auto. Là. Il y a ça, ce genre d'horaire-là. Mais non, il jouait dans beaucoup de films qui se voulaient pas nécessairement si humoristiques que ça en tant que tel. Fait que, tu sais, s'il y a une affaire qu'il a faite, c'est vraiment comme faire le millage pour devenir rapidement un très bon acteur. Pour impressionner Christian. Oui, pour impressionner Christian, pour lui dire genre, t'as tort, Christian 2005. Si ça, c'est complètement faux, puis que le podcast repose sur le fait que j'ai dit ça. L'émission de radio, pardon. Ce serait quand même un peu extraordinaire. L'enregistrement. Ben là, si on se met à parler d'un autre film à un moment donné, je peux pas croire que ça va revenir tout le temps sur l'affaire que Christian a dit en 2005, là, mais Mais c'est intéressant. Moi, je suis content que tu aies parlé de Christian. Parce que j'aime Christian aussi en passant. Oui, le problème d'infiltration, c'est un magnifique film. Ben, en fait, ça m'a même fait un peu penser à ça parce que j'ai l'impression que Christian, je sais pas trop, on l'a longtemps comme vraiment catégorisé dans quelque chose. C'était pas quelque chose de ma génération, fait que je sais pas exactement c'était quoi, mais genre, encore une fois, c'était pas tant un acteur qu'à l'époque, on aurait imaginé être ce policier-là dans Cadavre, genre. Puis pourtant, il fait une super bonne job. Moi, j'étais bien content de le voir, très efficace, ça marche. Il y a un niveau de jeu tellement complexe, ce monsieur-là, c'est très très le fun. Donc, encore une fois, Christian Bégin, quand tu as un scénario, tu nous fais pas de peine. Ouais, ok. Je suis content que tu sois d'accord. Ok. Y a autre chose à dire sur ce film-là? Parce que le temps file. Ouais, non, puis de toute façon, on fait surtout du name drop, là. On dirait qu'on veut, genre, nommer le plus de gens pour... Ben, c'est quelque chose de fort, genre. J'aimerais peut-être qu'on parle un peu de la lumière, en fait, puis l'espèce d'aspect très Rob Zombie Keb aussi qu'il y a dans ce film-là. Puis la direction artistique est très cirque, là. Je viens de dire qu'on fait trop de name dropping, t'es comme Rob Zombie, on t'avait pas encore mentionné. Ben là, on n'allait pas le saluer en prenant pour acquis qu'il écoute l'émission en ce moment, là. Mais bonjour, Rob Zombie, j'espère que ton kill, il est bon. Arrête de caster ta femme. Ben, ou juste... Non, on continue, mais pas tout le temps dans les rôles principaux, peut-être. Ouais. Non, mais je sais pas, c'est quelque chose de le fun. J'aimerais ça checker d'autres choses, mais là, je pense à Nez Rouge, je pense à La Loi du Cochon, je pense à même à Bon Cop, Bad Cop. Il y a toujours quelque chose dans la lumière, dans l'espèce de comme côté contrasté de l'image d'Éric Canuel qui est comme super intense. On dirait quasiment genre un mix de live action puis de BD, genre, mais jamais la même sorte de BD. Il n'y a pas une signature visuelle excessivement répétitive, j'ai l'impression, dans l'univers Canuel. Ouais, c'est peut-être genre du tape à l'œil, mais du tape à l'œil avec différents styles. Ouais, absolument. Mais moi, j'aime bien les choses stylisées. Tant qu'à leur prendre puis donner raison à la madame de TQS, tu sais. Tarantino, c'est liché, mais tu sais, c'est très... C'est liché des pieds. Oui, c'est... Je suis prêt pas ça. Mais c'est très drôle. Fait que c'est ça, Cadavre, en fait. Moi, je vous recommande de l'écouter pour l'Halloween. Ça va être notre triptyque d'Halloween. Puis c'est un film d'Halloween Keb. Puis je pense qu'il est excellent. Tu penses qu'il est excellent? Mais là, faudrait préciser que tu dis que c'est un film d'Halloween parce que ça se passe à l'Halloween. Parce que ça se passe à l'Halloween. Parce que je pense pas qu'on l'a mentionné jusqu'à maintenant. Mais ouais, c'est ça. Sans nécessairement être un film d'horreur, c'est un film avec des éléments d'horreur et qui se passe à l'Halloween. Donc c'est pour ça qu'on considère que ça vaut la peine d'en parler aujourd'hui. Excellent. Donc, merci Marie-Ève de m'avoir jasé de Cadavre. Je suis bien content qu'on ait vécu ça. On fera pas vraiment de courte pause, je pense, mais je vais repartir la musique légèrement et on va transitionner vers une entrevue, en fait, avec le réalisateur du film Brain Freeze avec Roy Dupuis, film de zombie qui se passe sur l'île des Sœurs et qui sort cette semaine! Qui sort cette semaine dans 37 salles au Québec. Donc, c'est ça, Julien Knafo, on s'en va y jaser, direct que là. Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma, sur les ondes de CIBL. On est rendu au deuxième segment de cet épisode spécial Halloween et je suis content, on a un invité. Les choses se passent tellement bien. On a ici le réalisateur en fait du film Brain Freeze, film de zombies québécois qui est devenu tout récemment disponible en fait. Donc on a Julien Knafo avec nous. Salut Julien, comment ça va? Super bien, merci de l'invitation, c'est super le fun. Yeah. Très content d'être là. Génial. On est très content de te recevoir. Bravo. En fait, pour commencer, je te l'ai dit tantôt hors onde, mais fier de toi, mon chum. Tu as fait un film de zombies québécois. Pas piqué des verres, mon Dieu. Tu l'as fait. Ça, comme j'aime bien le dire, on ne l'a pas volé. C'est ça. Robin l'a fait avant moi. On l'a travaillé ensemble. Robin a fait un super beau film de zombies aussi. Absolument. J'ai beaucoup de choses à dire sur le talent qui s'en vient puis le cinéma de genre. Et donc, je suis content que tu le soulignes. Et j'espère qu'on va le souligner à plein d'autres mondes bientôt.
Ben oui, oui, définitivement. J'aimerais ça rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit on ne l'a pas volé. Est-ce que je peux te demander, c'est très large comme question d'élaborer là-dessus. Parle-nous un peu de ça a été quoi faire ce film-là? Ben, d'abord, il faut comprendre que j'ai toujours aimé l'humour noir en soi. Puis je pense que dans mes films étudiants, c'était là déjà. Et je sortais de Lucidité passagère, qui était un film à 4 réalisateurs. J'avais fait la musique de la pièce de théâtre. Quelque chose, donc, forcément pas personnel, mais un beau travail d'équipe très, tu sais, qui a servi notre humilité à nous tous parce qu'on a fait un projet de groupe, mais qui devait être un film organique, disons. Donc, on ne sait pas vraiment qui a fait quoi. Et j'ai donc commencé l'écriture de mon premier long. Et j'étais dans cette pensée-là de je vais écrire sur quelque chose que je connais, quelque chose de personnel et tout. Puis il n'y avait rien qui sortait. J'avais plus de fun. J'avais l'impression d'écrire pour les institutions. Puis je pense que j'étais dans le drame. Je pense que j'étais dans les choses un peu plus. D'ailleurs, je pense que c'était à propos des mines. Puis j'avais même croisé Sophie Dupuis qui avait commencé son film sur les mines et Oui. qui est tellement plus méritante que moi et qui, mon Dieu, que son film, c'est tellement plus important que son film soit fait que celui sur lequel je travaillais. Mais ceci étant dit, je m'étais perdu là-dedans, puis je me suis dit, juste, et du fun. Je me suis dit ça comme ça, juste écrit pour avoir du fun. Et j'étais à l'île des Sœurs, puis là, je me suis dit, hey, ce serait drôle, un film de zombies à l'île des Sœurs l'hiver. Non, mais vraiment comme ça, Ouais. tout simplement. Et tu sais, j'étais dans ces concepts-là, ah, ça va être cool parce que ça va être des zombies l'hiver. Puis toutes des idées Mhm. qui très rapidement sont devenues très peu intéressantes pour un film. Mhm. Mais à l'époque, ça me semblait bien. Et je l'ai soumis en scénarisation à la SODEC et il y a eu comme il y a eu un flou, je sais pas, je suis tombé sur la bonne personne, quelque chose, et ils m'ont donné une bourse importante. Ah. Et je me suis retrouvé avec cette patate chaude dans les mains. Cette patate chaude dans la mesure où, tu sais, oui, il y a des films de zombies que j'avais déjà vus, que j'aimais beaucoup. Oui, je voyais le côté un peu comédie noire que je pouvais faire. Mais tu sais, tu m'aurais dit que j'aurais travaillé 9 ans sur un film de zombies à l'époque. Je pense que j'aurais fait wow, wow. Tu sais. Mais je vais dire tout de suite, l'expérience était extraordinaire. À plein, Ah. plein d'égards. Euh, Parsemé, vraiment parsemé d'embûches. Et puis, je ne vais pas tous les énumérer, mais forcément, les institutions au départ, il y a 9 ans, ils ont fait énormément de chemin. Puis moi, j'ai été témoin de ça. C'est assez intéressant. C'est pour ça que je peux parler de ce que j'ai hâte pour la suite parce qu'il y a forcément une suite. Ils ont fait un gros effort pour lire les films Mhm. de genre. Entre le premier lecteur qui me demandait, mais si les zombies ont faim, pourquoi ils vont pas au supermarché? Jusqu'à les derniers lecteurs qui, ouais, ouais, non, je t'ai vu écarquiller les yeux, mais non, c'était vraiment, mais bon, tu sais, c'est pas, je dis pas ça méchamment, je dis juste que il n'y avait pas de référence. Les lecteurs, souvent, avaient pas la connaissance, ils connaissaient pas les références qu'on avait. Ouais. Et j'avais un humour noir, en plus, qui était un peu anglais, qui ressemblait pas à l'humour auquel on était habitué, qui est à plein d'égards très, très bien. Tu sais, quand on pense à Cardinal, quand on pense mais qui est un peu plus caricatural, même dans Le Ventre du Dragon, Oui. qui est excessivement réussi, a ce côté caricatural. Je l'ai même moi un petit peu, mais je veux dire, je pense que Dans Le Ventre du Dragon avait une assise culturelle québécoise plus facile à lire, disons. Mhm. Bon, c'est mon idée. Mais donc, ça a pris beaucoup de temps à faire comprendre le ton. Et j'ai fait un démo. Et heureusement qu'on a fait ce démo. Je pense que ce démo nous a aidé à faire le film. Et c'est là que Roy Dupuis est rentré. Donc, il y a eu tout cet aspect-là. Oui, il est rentré, je pense qu'il aimait beaucoup le visuel. C'est Ouais. ça qui l'a attiré. Et il y a eu tout l'aspect, donc, de faire comprendre ce qu'on appelait un peu le elevated genre. Ce qui veut dire qu'on essaie de faire comprendre aux gens que ce n'est pas aux gens que le genre n'est pas un produit. C'est c'est une histoire aussi méritante que n'importe quelle histoire qui se raconte. Absolument. Et donc, ça, c'est eu des grosses embûches, puis après, il y a eu le COVID. Mais ça, c'est une autre histoire, là. On peut en parler. Mais 9 ans pour faire le film. Ça a Mhm. été une expérience, je dirais, humaine, Mhm. vraiment. Presque avant tout. Ah ben oui.
Ça paraît que vous avez eu du fun. En passant, je dis ça comme ça. Tu sais, genre 9 ans, c'est très long, effectivement. Ben, félicitations, encore une fois, je vais peut-être le répéter à maintes et maintes reprises. Mais ça paraît que vous avez eu du fun. Tu sais, genre que c'est le fun que tu aies amené Roy Dupuis parce que, premièrement, j'ai l'impression qu'il gère un peu sa carrière comme ça. C'est-à-dire, il fait pas un projet que ça ne tente pas de faire. Il n'a pas besoin de faire ça. Tu sais, il fait les choses qui ont l'air de l'amuser, mais quand même, tu avais une belle troupe autour de toi aussi. Tu sais, ton casting est incroyable. Absolument. Puis Absolument. ça paraît à l'écran. Tu sais, genre, j'ai déjà croisé quelques fois Anne-Elisabeth Bossé, puis elle non plus, premièrement, elle n'a vraiment pas le besoin de faire des affaires qu'elle n'a pas le goût de faire. Mais genre, tu le sens que ça l'amuse beaucoup d'être une accro qui est rendue une zombie. Je trouve ça très drôle. Là. Mais c'est. Ben, c'est un bon exemple parce que souvent, les gens ont cette impression-là que les acteurs ont embarqué à cause des thèmes et tout ça. Puis souvent, ils me disaient non, non, Anne-Elisabeth, elle me disait, moi, écoute, je l'ai rencontrée la première fois dans un café. Il n'y a même pas eu de discussion. Elle m'a dit, tu sais quoi, c'était sur mon bucket list d'être un zombie. That's it, that's all. C'était fini, là, tu sais. Puis là, c'était très drôle. Alors, oui, tout le monde s'en donne à cœur joie. Puis Roy, tu sais, Roy, c'est un vrai, je sais pas, mais il rentre et le mot fun ne s'applique pas, disons, je te dirais à moi ou à la production. Je peux pas dire que j'ai eu du fun sur le tournage. Les gens ont eu du fun, mais de toute façon, c'est très bien parce que j'ai toujours trouvé que c'était suspect, que ça avait trop de fun. Mm-hmm. Parce que le pire film que j'ai fait, c'est le film où j'ai ri le plus au tournage. Okay. Mais parce que les défis étaient énormes. Je pense que les chefs de département, productrices, directeurs photo, on a trimé vraiment dur. Mais on a essayé vraiment de rendre ça fun pour les gens autour. Et c'est vrai qu'il y avait un côté bon enfant, ludique au tournage, forcément par le sujet, par tout ça. Puis j'ai pas eu pas de fun. Mais tous les matins, commençait par je regardais ce que j'avais à faire dans la journée, j'avais fini dans ma journée. Tu comprends? On n'avait pas les moyens de nos ambitions, mais je le savais depuis le début, ça. Fait que je l'ai embrassé. Je suis allé dedans, j'ai foncé dedans, puis je suis très content du résultat, puis j'ai le sourire dans la face maintenant. Puis parce que je suis fier de ce film-là, mais ça a été quelque chose. Oui, oui, non, j'en doute pas. Ben, n'importe quoi qui est fait en 9 ans, en fait, c'est pas supposé être une promenade, mais c'est grand Dieu. C'est tough c'est tough faire ce genre de film-là aussi. Je suis ça de même, il y avait quand même beaucoup de grands déploiements, en fait. Il y a beaucoup de locations, beaucoup de lieux. C'est tourné l'hiver en plus, c'est un paquet de choses. Puis c'est. Ben, tous les jours, on rigolait. Tous les gens venaient me voir et disaient ben, attends, tu as écrit un film de zombie avec un chien, un bébé, l'hiver, un chat. Ouais. Tu peux-tu trouver autre chose, genre? Peux-tu mettre autre chose comme complication? Non, c'est pas mal ça, là. Je pense que j'ai trouvé ouais. C'est vraiment drôle parce que j'allais dire pour ceux qui n'ont pas le référent, pour ceux qui n'étaient pas dans ma classe la première journée du cours en cinéma, première année de cégep, l'affaire qu'ils nous disent, c'est les deux affaires que si vous êtes capable de ne pas les avoir sur votre plateau, c'est une bonne chose, c'est les enfants puis les animaux. Puis là, tu as rajouté l'hiver. Je trouve ça fascinant. C'est malade, malade. Et ça, c'est quelle école? Tu étais à quel cégep? Cégep de Joliette. Après ça, j'ai fait l'UDM en cinéma, mais c'est... Je suis pas cool. Non, mais ils ont raison. Mais tu sais quoi? D'abord, tu as vu le film, puis je pense que s'il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s'entendre, c'est que les jumelles, qui sont un bébé, elles sont malades. OK. Mais, non, mais elles sont malades dans le sens où moi, je m'attendais pas à avoir une performance. Tu vois ce que je veux dire? Une performance. Oui. Et j'ai trouvé dans le montage, avec le monteur, une performance. Et ça, c'est fou. Ah oui, absolument. C'est incroyable. Il y a un karma derrière ça. Je sais pas c'est quoi. Après, les animaux, ils ont raison. Écoute, ça bouffe du temps. Mais c'est pas les bébés qui ont bouffé du temps. Ils ont été, ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Mais oui, pas d'animaux, pas de bébés, pas de maquillage. Prends Brain Freeze puis simplifie en enlevant tout ce qu'il y a là-dedans. Mais c'était un beau défi, puis on avait une équipe extraordinaire, puis on a réussi vraiment à tirer notre épingle du jeu, j'ai envie de dire.
Mhm, mhm. J'ai une question. J'aimerais ça le savoir, en fait, mais je ne l'ai pas vu circuler. C'est peut-être que c'est prévu éventuellement, mais est-ce que le film va avoir une vie en salle ou c'est en commande, dans le fond, en streaming? Vendredi, il sort sur 37 salles. Oh mon Dieu, c'est bien cool. Ça, j'aurais dû C'est demander à la bon, je l'ai Rocialiste. appris aujourd'hui. Je l'ai appris. Non, non, bien sûr qu'il y avait une vie en salle. Puis d'ailleurs, on devait sortir juste après Fantasia. Mhm. Et les distributeurs ont décidé de repousser. Puis sur le coup, évidemment, j'étais un peu. Tu sais, je me suis dit, comment ils vont voir ça, les gens? Mais c'est parce qu'il y avait un bottleneck de tous les films américains. Puis les pauvres exploitants de salles, ils n'ont pas fait d'argent depuis je ne sais pas combien de temps. Ah non, c'est ça, Donc, là. donc, ils nous ont été très honnêtes avec nous. Ils nous ont dit, on ne pourra pas vous donner plus que 15 salles. Et le distributeur, qui croit beaucoup au film, a dit, bon, on va attendre. Et je peux pas me plaindre de ça. Puis regarde, on a 37 salles. Ben, C'est cool. Ça va être fun, ouais. c'est génial, tu sais, puis c'est un film d'hiver aussi, en fait. Donc, techniquement, ça tombe un peu dans la thématique, ça fait du sens aussi. Donc, ah mon Oui, Dieu, je suis oui, vraiment tout. Je suis vraiment content d'entendre ça, par contre, parce que tu sais, je l'écoutais en lien de presse avec ma copine, c'était super le fun quand même, mais je pense que pour avoir été, je reviens souvent à ça, mais pour avoir été au Festival Spasme, puis avoir été voir leur cabaret trash, il y a des films que j'avais déjà vus en streaming, qui avaient été produits par Juste pour rire ou ainsi de suite, qu'avec un public, c'est une expérience complètement différente. Puis je pense que Brain Freeze est un film qui mérite d'être vu entouré d'humains. Tu sais, Ah, tellement, tellement. Écoute, tu sais qu'on a ouvert Fantasia. Mhm. Et donc, déjà là, c'était vraiment le fun parce que tu sais, le public de Fantasia Ah oui! est vraiment le fun. Mais la semaine prochaine, je m'en vais en Abitibi, au Festival d'Abitibi. Et ça, là, Ah ça yes! va être, ça va être la. Pour moi, là, c'est le bonheur total. Je suis allé presque pour tous mes films. Et je sais pas, c'est un public de cinéphiles ils sont, tu sais, c'est des vrais cinéphiles. Ils aiment ça, puis ils le montrent en salle. C'est vraiment un beau feeling, là, quand t'es Mhm. là-bas. Fait que j'ai très hâte, très hâte. Absolument, Ça va être le absolument. fun. Ben, je suis en amour avec l'Abitibi de toute façon parce qu'ils ont vraiment un impressionnant nombre de super bons festivals d'art en général. Je ne sais pas si c'est de Ouais. devoir traverser la vallée la plus plate au monde, genre pour se rendre là-bas, qui fait ça, mais oh my God, qui sont contents de consommer du contenu culturel, là, ça n'a pas de sens. C'est le meilleur public, As-tu l'Abitibi. été à leur festival? Au festival de Je- Rwanda? j'ai déjà été à Regard sur le court-métrage, puis je suis humoriste aussi, fait que j'ai été au Festival d'humour, ils en ont deux maintenant, mais j'ai pas encore été à celui de la semaine prochaine, si j'avais ne serait-ce qu'un peu Ça, de temps. ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ah, que j'aimerais ça. Ah, que j'aimerais ça. Je te promets que je vais le faire. Je te le promets. Mais cool, je suis Cybole, j'avais des questions, mais finalement, tu me balances des bonnes nouvelles. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il joue, je sais même pas, est-ce qu'il joue à Joliette? Peut-être qu'il joue à Joliette, tu pourrais regarder, là. Mais vous avez une belle salle de cinéma à Joliette? Oui, Il joue oui, dans le Québec, là. absolument, qui pousse beaucoup les films québécois aussi, en fait. Donc, il y a des très bonnes chances. Regarde là, là. J'ai la Oui, oui. liste. Allez, ben oui, vivons ça. Attends, Granby, Joliette, cinéma RGFM. Let's go! Ah, C'est bon? Joliette va capoter en plus. Ça, c'était le fun. Excuse-moi, je tombe dans l'inside. On revient sur ton film très rapidement, mais en 2010, il y avait quelqu'un de Joliette qui avait parti une soirée dans un bar qui s'appelait le Bloodfest. Puis c'était essentiellement juste des films d'horreur ou des films de genre qui étaient présentés à tous les soirs. Puis c'était c'était plein à chaque soir. C'était 130 personnes entassées dans un tout petit bar. Il y a un bon public pour ça. Ton film va avoir une bonne vie à Joliette, je te le promets. Ça va bien aller. Ouais, j'ai l'impression aussi, je suis tout à fait d'accord. Je crois vraiment à ce que tu dis. Fait que, ben voilà, cool. Génial, Puis, génial. ouais, il va Très, être très. partout au Québec, en fait. J'avais 37 salles, c'est super. Pour de vrai, la plupart des films québécois ont étrangement pas ça, donc c'est fou, là, mais C'est vraiment le fun. hmm. J'avais un dernier aspect que je voulais toucher avec toi, en fait. Je voulais savoir si tu avais des influences, parce que j'ai beaucoup aimé ton film. Il y a vraiment comme la touche zombie québécois que genre je peux pas comparer à tout. Mais il y avait des petits vibes Shaun of the Dead pour moi que j'ai Ben oui, vu. bien sûr. Oui, ben, Shaun of the Dead Shaun of the Dead le film. On avait deux références tout le temps. Shaun of the Dead et le film avec Woody Harrelson, là, américain, Ah, Zombieland, oui, Zombieland. le premier. C'était nos deux références de films de zombies. Après, j'avais des références d'humour anglais, j'avais Mhm. des références de, tu sais, euh,
vais te dire que c'est peut-être pas mes deux films de zombies préférés, même si Shaun of the Dead reste pour moi un grand classique. Mhm. Mais 28 Days Later, c'est probablement up there, puis c'est pas du tout le ton Non, de non, mon non, film. effectivement. Mais tout ça pour dire que il y a vraiment des très bons films de zombies qui se font. Et en fait, ma référence, la meilleure, c'est un livre. OK. Et c'est World War Z, qui n'a Oui, rien à voir avec avec le les films. film. Zéro. Zéro. Tu savais que C'est l'auteur du écrit livre, par... tu savais que C'est l'auteur le du fils livre de a Mel Brooks. complètement, oui, oui, ben, il a complètement rejeté le film, genre comme il a fait, non, 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 ça c'est, Il a raison. oui, La fin du livre, il gagne contre les zombies parce que les zombies sont tellement lents. Tu as les deux antipodes, là, je veux non, dire, non, non. c'est pas là. Ils ont pris le titre, ils l'ont mis là. Absolument. Et dans ça, on parlait de produits, tu vois, World War Z est un produit, à mon avis. Absolument. Quand World War Z, le livre, est une œuvre géniale à part entière qui mérite d'être regardée comme n'importe quelle pièce artistique. Là, Génial, génial. Je le mets dans ma liste de lecture. Merci la pandémie pour ah, m'avoir donné. ouais, ça se dévore. Je l'ai lu en une semaine, je pense. Si tu veux voir quelque chose de triste, mais d'aussi divertissant, il n'y a pas de meilleur exemple de dépression que. Ah, je pense que mon micro a coupé. Est-ce que c'est revenu? Ouais, c'est revenu. Je vais recommencer ma phrase. Si tu veux voir quelque chose de triste, mais de divertissant, il n'y a pas meilleur exemple de dépression que Brad Pitt qui doit faire les entrevues contractuellement pour vendre World War Z. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi peu croire en un film dans lequel il joue le rôle principal. C'est d'une tristesse, ce film-là, mais écoutez, vous vous en souveniez déjà plus que ça existait, donc c'est ça. Mais tu quoi, je peux-tu faire l'avocat du diable? Vas-y. Parce que je suis pas certain qu'il a renié à ce point-là le film parce qu'il était producteur dessus puis il s'est battu beaucoup puis je pense qu'il l'aimait bien. Je pense qu'il était en divorce avec sa femme à ce moment-là. Il était down. Ah, ça se peut. Et je pense qu'il était genre en réflexion sur devenir sobre. Il y avait plein de choses qui se passaient dans sa vie. Mais je pense qu'il est fier du film. Je pense qu'il est très fier du film. Et le film a très bien marché. Et le film, comme produit, n'est pas un mauvais film. Ah. Je veux dire, c'est bien fait, ça se regarde. Oh non, ça se tient, ça l'a coûté cher. C'est un bon divertissement. Mais moi, je pourrais te nommer quelques autres films comme ça, mais je pense que World War Z était rendu à quelque chose comme 5 scénaristes différents. Ouais. Ça paraît un peu, des fois. Là. Oui. Et c'est peut-être ça que tu voyais dans sa face, c'est possible. Mais tu jouais un petit peu à l'avocat du diable. Parce que... C'est bien correct, j'ai rien contre Brad. Si... D'ailleurs, parlant de Brad, je le dis à tout le monde qui le fait, mais merci d'avoir donné un rôle aussi important à Stéphane Crête. Que je l'aime. Excusez, je suis un fan de Dans ce gars exprès de chez vous, donc je suis tout le temps le fan de le voir faire quelque chose de méchant dans la vie. Ben, c'est génial que tu dis ça parce que tu vois, c'est drôle, j'étais en entrevue aujourd'hui avec deux personnes de l'UQAM, avec la radio de l'UQAM, et qui m'ont dit en fait qu'ils avaient été un peu déstabilisés de le voir parce que eux, ça les avait, ils trouvaient ça difficile de voir quelqu'un qu'ils avaient tellement identifié justement à tel personnage. Puis en fait, ils revenaient sur le risque de prendre beaucoup de têtes connues et je comprends tout à fait ce qu'il disait dans la mesure où ça doit être un risque calculé quelque part parce qu'il faut pas non plus que ça te sorte de l'histoire. Oui. Et moi, je trouvais que dans ce film-là, il y avait quelque chose dans le fait que ce soit ludique, le fait qu'il y ait des thèmes un petit peu qui soient de société, où est-ce que j'avais envie d'amener des têtes connues. Et je voulais faire attention que ce soit les bonnes personnes pour que ça sorte pas du récit. Et j'avais l'impression que ça allait pas sortir du récit parce que, tu vois, c'est pas un film de zombies pour moi. Parce que c'est ça. Puis j'ai juste le mot en anglais, c'est un character-driven film. C'est un film de personnages. Tu suis le garçon et Roy. C'est Lethal Weapon. C'est les opposés qui sont obligés de travailler ensemble. Puis c'est ça que tu dois suivre. Et j'ai tellement mis d'emphase sur les personnages et l'arc de ces personnages-là et le fait que tu veuilles les suivre que je me suis dit, les personnages secondaires, les gens qui sont là et ça,
c'est pas grave si c'est des gens connus. C'est le fun. Ouais. Ça tu sais, ça va intriguer les gens. Bon, peut-être que des gens sont déstabilisés par ça. C'est possible. Je pense que c'est Mais toujours. toi, t'as aimé ça, en tout cas, c'est bien. Ouais. Mais je pense que c'est toujours un risque. Mais je veux dire, j'écoute énormément de films aussi. Je peux pas me permettre de voir le même personnage tout le temps. Tu sais, je présume qu'il doit y avoir 2-3 personnes au Québec qui ont vu Roy Dupuis dans Brain Freeze puis qui ont fait genre, ah, ça, c'est le gars des filles de Caleb. Mais il a fait d'autres affaires entre les deux, là. Mais tu sais, Ouais, c'est sûr. mais tu sais, Stéphane Crête, je l'ai vu dans 15 affaires dans les dernières années. J'écoute tous les films de Robert Morin. Je l'ai vu dans Jeune Juliette. J'ai vu une captation de sa pièce avec une poupée. En tout cas, bref, il a fait d'autres choses que Brad. Bien sûr, ouais, mais je pense que ce que j'essaie de dire, c'est plus le risque est dans la multiplication de gens qu'on voit ok. beaucoup. Tu sais, Je comprends. si tu prends le bottin de l'UDA, là, puis tu l'amènes dans ton film, les gens vont faire OK. Je comprends. Là, ça commence à me déstabiliser parce que Je comprends. une scène après l'autre, je vois le bottin de l'UDA. Je comprends, je Mais comprends. encore une fois, je reviens sur le côté ludique de ce film-là, puis le côté, je trouvais que ça se prêtait à ça. Ouais. Il y a un cas de tous les gens que j'ai pris où est-ce que j'ai pas réussi à l'amener, où est-ce que je voulais. Puis là, peut-être que ça peut créer un peu une espèce de ben là, pourquoi, tu sais. Ouais. Est-ce que je peux te demander c'était qui ou. Ben, c'est Jonca. Jonca, la réalisatrice, je trouve que je sais pourquoi je l'avais engagée parce elle connaissait bien Simon-Olivier Fecteau, puis j'avais envie de cette espèce d'improvisation entre les deux, puis on n'a jamais pu se rendre là. Ouais. J'étais pas game de le dire, mais je suis d'accord. Puis je suis humoriste aussi, fait que je le connais, le personnage de Jonca, puis tu sais, je le connais Simon aussi, puis il était capable quand même de sortir quelque chose. Genre, je la sens l'influence Jeff Fillion, tu sais, genre comme c'est. Ah oui, t'es 40, c'est Oui, bon. oui, non, Ouais, c'est incroyable, mais genre, effectivement, c'est pas une défaite, là, par contre, là, sens-toi pas mal, là, mais comment dire. Ouais, Jonca, j'ai plus senti Marilyn Jonca, puis pas le personnage, puis je l'ai pas senti pour Stéphane Crête. ouais. Tu sais, Ouais. Non, mais très Mais ça, bon. c'est notre faute. C'est pas de la faute de Jonca, c'est notre faute. Si on avait pu le faire, ça aurait été 40. Mais tu vois, on en a gagné certaines, on en a perdu certaines. Celle-là, c'était une journée de tournage. Puis, tu sais, Mhm. on n'a jamais pu se rendre à cette espèce de. Mhm. Tu sais, les deux ils se connaissent bien. Ils auraient pu jammer ensemble, puis on s'est pas rendu là. Ben, c'est ça faire les films. Hein. C'est un bon ratio de succès pareil que vous avez eu, mais c'est ça qui se passe. Euh, on, Julien, on se rend déjà un peu vers la fin du temps qu'on a, mais j'aime bien donner une certaine liberté. En fait, y a-tu quelque chose, puis c'est la plus large question, y a-tu quelque chose que tu voudrais qu'on sache sur ton film? Y a-tu quelque chose que tu voudrais dire, à part aller le voir? Oui, il y a quelque chose que je pense que j'aimerais beaucoup dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on parle d'un film de zombies. Je pense qu'il faut se rappeler, comme je disais tout à l'heure, que les gens me demandent, en fait, j'ai fait plusieurs interviews où on me demandait tout de suite, es-tu un cinéaste qui est engagé? Je veux dire, tu sais, as des thèmes, tu as des affaires, tout ça. Et je me considère comme plutôt un citoyen préoccupé, oui, mais je veux avant tout faire des films divertissants. Et je me suis beaucoup amusé avec ce film-là. Et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant, je déteste les films de zombies, mais j'ai adoré ton film. Et je pense que c'est à cause que la raison, c'est ce que je te disais, c'est que c'est un film de personnage, c'est character-driven, c'est-à-dire que le zombie fait partie des obstacles. Et tu as des protagonistes, des antagonistes, tout ça. Mais tous ces gens-là existent pour faire en sorte que le personnage de Roy et de Yanni, qui, à mon avis, ont une extraordinaire chimie, Mhm. se retrouvent dans un récit qui est le fun à suivre. Et de ce que j'ai lu, même les gens qui étaient un peu plus mitigés ont toujours fini par dire ça se regarde super bien ce film-là, ça passe comme du bonbon. Et je pense que les gens ne doivent pas s'arrêter à aller le voir parce que c'est classifié film de zombies, film d'horreur. C'est pas ça, c'est amusant, c'est ludique, mais en même temps c'est pas caricatural. Tu sais, je veux dire, on prend les gens au sérieux, le sujet est sérieux, on a du fun, mais on l'a bien fait, c'est visuellement, c'est recherché, c'est un beau moment de cinéma, à mon avis, qui est le fun pour le spectateur. Tu sais,
amène ton popcorn, tu vas avoir du fun, tu sais. Puis en même temps, tu vas y réfléchir un petit peu. C'est ça que j'ai envie de dire. Génial. Ben, je peux pas topper ça. Merci, Julien. Merci. Merci. Merci, c'est gentil. C'est super cool. C'est incroyable. Puis pour le reste, c'est aller voir. Il est dans 37 salles, dont Joliette. Fait qu'il est probablement près de chez vous s'il est à Joliette. Là. J'ai le droit de dire ça. Je viens de Joliette. Donc, Brain Freeze dans les salles. Est-ce que tu peux nous dire la date? C'est la seule chose qu'on n'a pas dit. On a juste le nombre de salles. Vendredi le 29. Oh my God! Vendredi le 29, ça se passe maintenant. Let's go les chums. Ouais. Merci. C'est pour l'Halloween. C'est génial. Merci Julien. C'est extraordinaire. Ok, merci à toi. All right. Donc, c'est terminé. Bonne journée. Merci pour vrai. Ce ne sera pas dans l'épisode. J'apprécie beaucoup. C'est tout. Passe une belle soirée. C'était très le fun. Yes. Ciao. Hey, on est rendu déjà au 3e segment de cet épisode Halloween avec notre triptyque de suggestions de films d'Halloween. Cette phrase-là méritait d'être travaillée. Et on va conclure avec un de mes films fétiches. En fait, je me suis même payé le poster avec mon argent durement gagné de radiophone radio communautaire. Turbo Kid du collectif Roadkill Superstar. On en a parlé la semaine passée, les enfants chéris du festival Spasme, leur premier long métrage. Et un film que j'adore, un film que je chéris, un film que je désire. Un film avec Laurence Leboeuf et Michael Ironside, qui est une légende, oh mon Dieu, du cinéma de sci-fi. C'est extraordinaire, c'est très cool qu'il soit dans ce film-là. Et on va en jaser, une fois de plus, avec Marie-Ève Terrien. Rebonjour Marie-Ève, comment ça va? Rebonjour, ça n'a pas beaucoup changé depuis tout à l'heure, mais pour les gens qui ont entendu une entrevue entre-temps, bienvenue parmi nous. Allez, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui fait que Turbo Kid est un film d'Halloween? Parce que effectivement. Pour ceux qui ont juste vu, admettons, l'affiche ou, admettons, la bande-annonce... J'avoue qu'il n'y a pas des tonnes de citrouilles Vous pourrez peut-être chercher les candy corn, mais disons plutôt un film de genre québécois avec des aspects d'horreur et avec une ambiance festive. Et tout ça ressemble quand même à l'Halloween. Oui, définitivement. En fait, c'est des gens qui ont un peu basé leur carrière sur l'Halloween pour commencer avant de faire ce film-là. Parce qu'ils sortaient en fait d'un long périple dans le court-métrage, dans lequel il avait fait Le Bagman, dans lequel il avait fait 2 morts, dans lequel il avait fait Ninja Eliminator. En tout cas, bref, ils se sont promenés un peu dans tous les genres. Puis Turbo Kid, pour les fins connaisseurs des courts-métrages de Roadkill Superstar, c'est un peu le cumul de tout ça. C'est un gros party d'action ultra violent, enfantin, qui se passe dans un univers post-apocalyptique avec des gens en BMX puis des robots. Puis c'est une espèce de film tellement campy, mais fait avec tellement d'amour, où que tout le monde s'amuse. C'est bien le fun à voir. Et Yves Corbeil fait un caméo. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur, gore des moyens du bord. Ouais. Tu y crois pas. Tu sais que c'est pas des vraies entrailles, mais mon Dieu, que tu trouves ça hot puis que t'as rien à redire sur la façon dont ça a été fait. Absolument. Si tu fais comme, si t'écoutes les 3 films, en fait, une des raisons pour laquelle on vous a présenté les films dans cet ordre-là aussi, c'est que c'est 3 films qui valent la peine d'être écoutés un à la suite de l'autre, je pense. Tu sais, Cadavre, tu peux faire le tour avec ça en étant comme début de ta soirée, là, comme pleine possession de tes moyens. 2-3 bonbons, là, un petit verre de vin blanc. Là, une bière vide. Oui, une bière vide aussi, une bonne bière vide. Après ça, Brain Freeze, let's go, au cinéma. Tu sors de chez toi, là, avec une petite flasque de gin là, dans ton côte, je suis ce que je suis. Puis... Dans ton jus de kale. Oui, absolument, dans ton jus de kale. Du bon gin vegan, absolument, de l'île des Sœurs. Ben, pour vrai, moi j'aime beaucoup le gin cocombe. Je dirais pas non à du gin kale. On tient quelque chose. Ah, marque déposée. Ouais, volez-moi pas ça. Là, on va aller breveter ça, là, mais c'est... Et on finit avec Turbo Kid. Ça, c'est le moment où tu commences à être tipsy un peu, puis tu peux commencer à t'amuser d'un peu n'importe quoi, mais tu peux commencer à juste embarquer dans des trips. Puis c'est un film qui est très, qui va te stimuler de beaucoup de façons. T'as du laser puis du synthétiseur dans cette affaire-là. Là. En fait, d'ailleurs, même, je commencerai par ça. Le merveilleux band d'électro rétro-futuristique, c'est pas ça le terme, mais j'ai décidé d'utiliser celui-là. Le Matos, qui est un band montréalais, en fait, a écrit une soundtrack au grand complet pour ce film-là, et c'est un CD à se rouler par terre.
C'est excellent d'ailleurs. Je pensais tellement que tu allais dire autre chose. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus vulgaire. Non, je reste respectueux dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, je suis content parce qu'avant la pandémie, le fait d'avoir fait ça, ça leur a donné une belle montée en fait sur la scène rave de Montréal. Et ils ont fait une couple de tournées avec Carpenter Brut et ainsi de suite. Et bref, ça a été une belle lancée pour eux, pour ce film-là. Puis ils ont vraiment travaillé fort. C'était vraiment comme une très très belle soundtrack. Je recommande particulièrement la tune Eyes, Throat, Genitals. Ça rajoute vraiment une belle cohésion au film, effectivement, parce que peu importe ce qui se passe, peu importe le beat, ça reste quand même une signature auditive super comme reconnaissable. Puis moi, je dis ça en tant que personne qui a aucune connaissance musicale, puis on dirait que je vais le dire à chaque fois parce que je suis vraiment plus visuelle qu'auditive. Mais j'ai quand même remarqué que autant que le look est constant, puis que c'est la même facture visuelle super stimulante, puis super engageante, puis vraiment signée, ben le son, c'est la même chose, parce qu'on en revient sur le fait que je suis pas capable de tolérer les scènes d'action plates. Oui. Et ben les scènes d'action, c'est un film qui brasse énormément, mais c'est jamais plate. Non, vraiment pas. Ben, ils ont pas le temps. Premièrement, ouais, c'est ça. C'est un film très court. Oui. C'est pour ça que j'ai pu le regarder sur mute 3 fois aujourd'hui en travaillant. Mon Dieu. Sans offense, ta job. Mais ça... Non, ben, je travaillais quand même, là, mais tu sais, je voulais me remettre dedans un petit peu. Mm-hmm. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment constant. C'est vraiment une œuvre qui est mémorable parce que peu importe quelle scène tu vois, on dirait que ça te ramène à tout le reste. Oui, définitivement. Une œuvre qui est... Ben, en fait, on pourrait même juste le dire, parce que j'aime bien parler de ce qui aurait pu arriver, en fait, ce qui était même prévisible qui arrive et qui n'est pas arrivé. C'est le genre de film que, pour de vrai, avec les contacts qu'ils avaient, ils auraient pu faire un deal pour avoir, mettons, des tunes beaucoup plus reconnaissables que ça, puis ils l'ont pas fait. Tu sais, ça aurait été facile de pogner des tunes des années 80, des années 90. Il y en a une au début, tu te rappelles? Non, pas vraiment. Oui, c'est... ben là, encore une fois, je connais pas la musique, là, mais je pense que c'est une tune qui est dans Footloose aussi, ou... Oh mon C'est Dieu. genre I Need a Hero, là. Ah, mon Dieu, ok. Ça Parce peut- que, ouais, le film ouvre sur une scène super comme upbeat, puis c'est drôle de dire ça d'un film post-apocalyptique, mais ouais, c'est lui qui est dans sa male bubble. C'est littéralement une man cave. C'est... Ouais, mais non, il dit man bubble, je pense, parce qu'après, elle est juste comme oh shit, je l'ai-tu brisé? Genre, c'est tellement cute. Mais ouais, c'est ça, c'est lui qui joue avec ses bébelles, puis tu sais, il patch la peinture sur son casque avec du vernis à ongles, tu sais, avec des trucs qu'il a trouvés, puis c'est cette tune-là qui joue. C'est vrai, parce que, encore une fois, c'est dans un univers post-apocalyptique. Puis ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour ça. Les films qui sont capables d'identifier leur contexte, qui est un contexte très complexe, en comme une phrase, puis comme, OK, c'est beau, je l'accepte. Puis eux, c'est vraiment juste dans l'introduction, puis juste, this is the future, this is 1997. Juste comme, ah, ce sera ça. Mais j'adore ça, parce que tout est pété. Tu le vois que ça fait 20 ans, genre, que comme la guerre nucléaire a tout détruit. Et... Bon, je dirais plus 10 en fait, parce que maudit qu'il y a du référent des années 80. Puis c'est juste des jouets des années 80 qui traînent partout. Là. Les gens se déplacent à coups de très vieux BMX, puis ce sera ça. Genre, puis des flamants roses. Vous rappelez-vous quand j'ai nommé tantôt? Ben, je sais pas. Là, moi, je vois des flamants roses, je pense à Pink Flamingos. Fait je pense que t'es pas la seule. Je pense que les gens dont on aime les films aiment les films qu'on aime les films. Ça y est, c'est dit. Mais il y a une licorne aussi plus tard. Il y a une licorne, effectivement, puis il y a Laurence Leboeuf. Non, excusez, Flamand rose, licorne, Laurence Leboeuf. Non, mais excusez, mais c'est parce que c'est quelque chose qui m'a tout le temps un peu fasciné. C'est que moi, j'écoute beaucoup de reviews, en fait, sur Internet, d'analyse de films, puis ainsi de suite. Puis ça a donné une espèce de moment pas clair où ce film-là, dans les channels qui couvrent le cinéma de genre à travers le monde, a eu une belle visibilité, mais personne ne savait c'était qui Laurence Leboeuf. Fait que ça a vraiment donné une génération de YouTubers qui sont juste comme Adon, ben des beaux yeux. Puis nous, on le savait, là, on est Québec, là, on le sait depuis genre, on le savait. Là, Hey, hein? Mais non, on peut se péter les bretelles. On peut se péter les bretelles d'avoir vu ces yeux-là avant. Non, mais elle est tellement bonne en plus là-dedans. Elle a tellement comme poussé le rôle à l'extrême. C'est genre parce qu'elle a des yeux grands à la base, mais elle les ouvre particulièrement beaucoup dans ce film-là. Je pense qu'elle cligne pas des yeux une hostie de fois. Ça a dû coûter très cher de gouttes oculaires sur ce tournage. Ah, c'est génial. Elle s'appelle Apple. En plus, je trouve ça très, très drôle. Là, mais c'est... Moi, je me rappelais pas, mais ouais, quand elle se présente, genre... Lui, ce qui répond, ah oui, mais tu sais, je m'appelle Apple. Il dit, of course you do. genre c'est comme, bien sûr que c'est ton nom, genre. Let's go, ça pouvait pas être autre chose, tu sais. Mais oui, elle est tellement mignonne, puis pure, mais tellement prête à genre tuer sur un scène, genre. Oui, absolument. Ben, elle tue pour les bonnes raisons aussi, c'est ça qui est particulier. Mais genre, il y a quelque chose qui... j'ai réalisé que je pense que ça donne une certaine force au film, mais je pense que Laurence Leboeuf est une grande actrice, plus que l'acteur principal, mais elle était moins connue parce que l'acteur principal, il avait comme une modérément bonne carrière à l'international, c'est-à-dire c'est un acteur américain, versus elle qui avait plus comme sa notoriété québécoise.
Et j'ai un peu l'impression qu'elle vole le show, si je puis me permettre. Là. J'ai l'impression que son rôle est actif versus comme le kid de Turbo Kid est passif. Là, genre comme. Bah, moi, j'ai vraiment absolument rien contre sa performance à lui. Moi, j'ai tendance à plus remarquer les femmes en général de toute façon. Puis elle avait un look aussi qui était tellement particulier que je pense vraiment que moi, c'est un biais personnel si je la préfère elle. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de cosplay d'elle, mais en tout cas, ça, c'est... oui, on a quand même, passablement. Ah oui? Okay. Bah oui. Je vais faire des meilleures recherches Internet dans ce cas. c'est vraiment le fun que je suis là pour ça, voyons. Ben, c'est pour ça que je fais de la radio, là, pour savoir ça va être quoi mon historique la semaine prochaine. Là, fait que c'est bon, dire ça dans une auto. C'est l'Halloween, les guys. Là, on est overdose. Eh oui, bon. Je te l'ai pas dit, mais tantôt, t'as dit, si vous nous écoutez dans votre auto ou si vous êtes... pas dans le vrai monde ou je sais pas quoi. En tout cas, je tiens à dire aux gens que si vous avez pas d'auto, vous êtes du vrai monde pareil. Là. Non, mais je faisais référence à l'Internet. Là. La santé mentale des gens est fragile. Ne remet pas en question leur existence. Non, je voulais juste... Vous êtes réel. La toile, je veux dire, la toile numérique, là, c'est ce monde-là auquel je faisais référence. Là. Vos vies sont valides. Je pense pas que j'avais besoin de le dire, là, mais je vous aime. Mais revenons au cinéma. Michael Ironside, en fait, qu'on avait déjà vu dans le film Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, c'est vraiment un vétéran, là, genre, du cinéma de science-fiction depuis des années. Là, genre, je pense qu'il a joué dans des Robocop aussi. Là, genre, ce monsieur-là est un peu partout. Là, c'est un peu l'équivalent du Bruce Campbell, mais pour la science-fiction. Et il a décidé de jouer là-dedans parce que ça avait l'air bon. Ils l'ont juste croisé à Sundance. Je trouve que c'est quelque chose de tellement magnifique de juste comme il y avait un court-métrage qui était au départ T for Turbo que vous pouvez voir sur YouTube si je me souviens bien. Ou en tout cas, il est trouvable. C'est très bon si checkez ça. Et sur les extras du Blu-ray. Oui. Ah, c'est bien le fun, ça. En même temps, je sais pas pourquoi je suis surpris. Mais. Allô. Mais c'est l'Halloween! Les Blu-ray vous font peur! Mais c'est vraiment un très bon court-métrage. Ça fait la job en 10 minutes. Puis Yves Corbeil joue un méchant. Et le personnage de Yves Corbeil est par la suite joué justement par Michael Ironside. Fait que je trouve ça très le fun que ce soit arrivé. Mais je trouve ça encore plus le fun qu'il ait quand même décidé de rappeler Yves Corbeil pour jouer un peu comme le gars qui donne les pouvoirs à Turbo Kid, qui est essentiellement un vidéo. Mais Yves se donne tellement. C'est genre comme. Ils l'ont clairement pogné comme un après-midi de temps devant une caméra. C'est un plan fixe. Puis comme. We gotta hit them with everything we got. Là, c'est juste comme. Yves. La poule aux œufs d'or. Yves. La roue de fortune. Yves. Excusez, j'étais content de le voir. C'est émotif. On est rendu là dans l'épisode. C'est une très bonne performance, mais je pense que tes souvenirs sont quand même un petit peu... Ouais, non, peut-être que... Sur le stéroïde. Il y a peut-être d'autres bons bouts dans ce film-là, mais oui, très bon film, en fait. Ça a été tourné au Québec, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande aussi, en fait, je tiens à le dire. C'est une coproduction. Ah! Ça le dit au début. Mon doux Seigneur. Fait qu'on a... Non, oui, on va en parler pareil. Ça reste assez keb pour qu'on en parle. Ah, ben oui. Dans les remerciements, il y a la Ville de Montréal. Ah, allez. Merci Montréal. Tu fais pas tout bien, mais tu fais bien les films de science-fiction avec Laurence Leboeuf. C'est très violent comme film aussi. On peut peut-être aller là, genre comme parce que c'est encore là, je suis pas prêt à dire que c'est à cause de ce film-là que ça s'est fait, mais c'était avant Deadpool que ce film-là est sorti, puis c'est moi je suis un énorme fan de ça. T'sais, on a fait aussi l'épisode avec The Suicide Squad avec James Gunn en tant que tel quand ils sont capables d'utiliser la violence à des fins comédiques, mais qu'ils ne cassent pas justement la violence ou ne la diminuent pas pour le principe d'avoir un meilleur rendement, puis ainsi comme avoir plus de gens qui viennent voir le film. Moi, je trouve que de la qualité, ça reste à jamais la meilleure publicité. Et la violence est bien utilisée. Pour la quantité de violence qu'il y a dans ce film-là, je trouve ça extraordinaire à quel point elle fait autant son genre de sens. Te souviens-tu de La pluie de sang? Moi, j'aime bien le mélange de violence et de romance. Ben oui, c'est sûr. Et le rappel... pour les fans de la vieille époque avec le parapluie. Là. C'était toute cette scène-là, en fait, fonctionne à plusieurs niveaux, puis c'est un moment du film où elle est à sa place, puis c'est une très belle scène. Absolument. C'est aussi pendant qu'ils font finalement jouer au complet la tune Ice Throat Genitals, que j'ai mentionné tantôt, qui est ma tune préférée. Non, mais elle est bonne, cette tune-là. Toute la montée, en fait, c'est même littéralement, j'ai l'impression que la direction photo puis le montage de cette scène-là ont été construits autour de cette tune-là. Puis c'est quelque chose que je trouve le fun, on va y revenir souvent, mais le fait d'avoir un groupe d'artistes, en fait, qui ont fait la soundtrack au complet, ça fait qu'il y a une continuité. Le film suit l'album en tant que tel, puis ça fait que comme il y a
t'es pas dépaysé, tu réinstalles pas quelque chose d'une scène à l'autre, c'est vraiment juste une continuité, autant sonore que visuelle. C'est très, très, très plaisant. Vous avez bien fait ça, les chums. Ben, en fait, j'étais même surpris que sur le Blu-ray, il n'y avait pas une trame sonore musique seulement. Là. Okay. Des fois, ils font ça, mais elle n'est pas là. Mais Ah. on dirait que c'est le genre de film où j'aurais aimé ça, que ça soit là. Ça aurait été pas pire, Que effectivement. tu peux faire un party chez vous, puis tu mets le film en background, puis Ouais. la musique fait du sens. Ça Ah. aurait été un beau concept. Ben oui, effectivement, mais tu peux partir. Conseil pour Raven Banner pour la prochaine édition. Et voilà. Quand vous allez sortir le Critérion de Turbo Kid, là, Ça va pas être eux, c'est un critérium. Non, effectivement, Exactement. je connais pas bien les choses. C'est une affaire que je voulais mentionner aussi, puis ça, je trouve ça tout le temps le fun, parce que c'est souvent ça dans les films qu'on pourrait parler dans une émission de radio sur l'Halloween, mais il y a beaucoup de personnages secondaires dans Turbo Kid qui sont quand même super mémorables. Il y a des personnages qui reviennent comme une ou deux fois puis qui se veulent pas si importants que ça, puis pourtant, genre, comme, tu sais, je pense juste à, en fait, littéralement, c'est le deuxième plus gros dans l'affiche, mais Skeletor. On a pris 2 secondes pour être romantique. Non, c'est à lui que je gratte le menton. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est un personnage, il dit rien, il meurt un moment donné, puis genre, il est dans comme, je pense, 3 scènes de combat. C'est tout, là, genre, comme c'est juste ça, puis pourtant... super marquant, visuellement super intéressant. Il y avait une fille aussi qui est celle qui se fait ramasser par une licorne à un moment donné. Et là, elle aussi, ses cheveux, son design, et ainsi de suite. Puis j'ai déjà parlé avec les gens de Roadkill Superstar il y a bien, bien longtemps. Et il y a beaucoup de choix qui ont été faits avec on n'a pas d'argent, mais si on est capable de rire et ou de ressentir quelque chose en voyant le costume, ok, là, on l'a. Genre. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui étaient faites juste comme c'est ça les objets qu'on a pour vous habiller, les chums. Mais il y a vraiment un effort en fait de rendre comme tout unique puis tout intéressant, même si rien a coûté cher, mais rien a coûté cher. Là, je sais pas, je trouve ça le fun. Je trouve que ça fait un peu la force de ce genre de cinéma-là, là, de juste comme ah, moi j'aime ce film-là, parce que là tu penses à un personnage dans tel ou tel film, c'est juste comme ah, ben c'était le fun. C'était. C'est ça. Ouais, c'est des personnages qui sont inspirants pour dessiner ou pour justement faire du cosplay ou pour. T'as même un personnage qui refuse d'acter, puis ça me fait profondément rire. L'espèce de personnage de chasseur de primes, genre qu'à la fin, il y a comme une main mécanique. Tu sais, Anthony se fait couper la main, puis il refuse d'acter. Genre, c'est malade. Tu le vois que c'est un statement. Là, il est juste comme... Sa cigarette est encore dans sa bouche, puis je suis comme... Oh, you motherfucker! Mais j'ai appris aujourd'hui la liste officielle de comment il opérait des gens. Genre, mettons, tu sais, des fois, il coupait des membres, mais avant que l'anesthésie existe, genre. Ouais. Puis la liste, c'était comme alcool, glace, divers divertissements. Puis ça précisait pas. Mais là, c'est comme quel divertissement pour oublier que tu te fais couper un bras avec une hache, genre. Une ligne de danseuse de cancan. Ouais, non, c'est ça. Puis qui les paye? Est-ce que c'est l'hôpital? Ben, ouais, c'était l'équivalent d'un corpo, ça. Tu sais, des fois, en humour, on va faire, mettons, genre, comme un 10 minutes de job pour 50$, mais si c'est pour une compagnie, on va te payer 300$, mais c'est moins le fun. Les conditions sont moins agréables. Même affaire pour les danseuses de cancan. C'est comme, mettez pas votre linge préféré, il va sûrement avoir des éclaboussures d'artères dessus. Non, c'est ça, mais tu sais, ils sont payés plus cher aussi, là, fait que c'est ça. C'est comme, bon, c'est sûr, c'est pas exactement comme ça que j'aime faire mon travail, mais je préfère quand les gens ne coupent pas des jambes sur un champ de bataille. Cette voix de chanteuse. Ouais, non! De chanteuse! Elle dansait, puis maintenant elle chante! J'en perds mes formes d'or. J'espère qu'elle est bien payée, là. Eh Seigneur, on lui souhaite à cette dame qui fait encore ce métier aujourd'hui pendant des amputations. Mais parlant d'amputation, Caroline, c'est vrai, c'est bon ce film-là. C'est bon, c'est violent, c'est le fun. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Parlant d'amputation. Non, mais c'est juste qu'il y a énormément de scènes d'amputation. C'est quelque chose qui me fascine un peu beaucoup. Là. Les gens perdent des membres comme je perds ma chemise, là, mais c'est. Ouais, ça, on va le couper. Ça, on va. Ah là là. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il boit plus qu'un pichet et demi, il perd ses membres. Les gens du futur enlèvent ça de là. C'est bon. On est rendu à 50 minutes. Je pense qu'on approcherait de la fin. Oh là là. Ben, y a quelque chose, en fait, qu'il y aurait à rajouter sur Turbo Kid, à part qu'on vous recommande fichtrement d'aller le voir, ou de vous le trouver, ou de le regarder? Non. Cool. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, moi, je recommande à tout le monde, comme je l'ai fait la semaine passée, d'essayer de trouver toutes les shorts de Roadkill Superstar. Ah oui, c'est vrai. Je viens de penser à quelque chose. J'en avais parlé un peu avec Jared, mais on avait, je pense, vécu ça ensemble. Je vous recommande, si vous êtes fan de, par exemple, Slapshot ou ce genre de film, d'écouter la version française de Turbo Kid
parce qu'ils l'ont tourné en anglais, mais ils l'ont traduit un peu en keb. Et c'est vraiment le fun. On dirait vraiment du vieux Canal Famille. C'est ça, je trouve le fun. Puis ils sacrent pas tant que ça, comme dans Slapshot. C'est vraiment juste comme... On dirait que t'écoutes un film le samedi matin, genre cartoon, t'as 8 ans, pis t'as gros bol de Fruit Loops devant toi, là, genre. Je suis tout à fait d'accord, mais je dois faire une mention spéciale à un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un film canadien aussi qui a été traduit en québécois et c'est Hobo with a Shotgun. Ah, ben oui, si on pouvait en rajouter un quatrième, même si c'est pas québécois. Hobo with a Shotgun, si vous avez pas vu ça, allez voir l'affiche. Si l'affiche vous convainc pas, je peux rien faire pour vous. Non, c'est ça. En plus, c'est l'acteur, c'est le gars qui fait le répliquant blond dans Blade Runner. C'est très étrange de le revoir dans ce film-là. C'est exceptionnel, effectivement. C'est très, très cool. Super bon film. Puis Ricky de Trailer Park Boy fait un caméo parce que c'est un film... Because Canada! Ouais, Canada! parce Hey! parce que Canada en général. Désolé pour nos polices montées. Donc, ben oui, je pense qu'on va conclure là-dessus, sur ce statement politique. Merci beaucoup, Marie-Ève, de t'être prêtée au jeu une fois de plus. Ça fait plaisir! What the fuck? Mais wouh! C'était mon au revoir spooky! Je respecte ça. Moi, haha, mais là, l'Halloween est passé. J'espère que vous avez passé une belle Halloween. Un bel Halloween, mon Dieu! Ouais, oh! Drummondville sort de moi! Mais un bel Halloween! Oh my God, effectivement. Non, mais je te respecte quand même. Tu as bien parlé jusqu'à là. On l'avait presque eu. On l'avait presque eu. Mais je te souhaite un bon Halloween aussi, parce que nous, au moment de tourner ça, on ne l'a pas encore vécu. Fait que je te souhaite un agréable Halloween. Je vous souhaite d'avoir eu un agréable Halloween. Sinon, je vous en souhaite un très nice 2022. À la prochaine. Dans le temps, c'était bon. On est sur toutes les plateformes pour ceux qui voudraient réécouter ça. Sinon, on est sur YouTube en version un peu plus longue. Donc, merci CIBL. Merci MR82 pour la musique. Je vous le dirai jamais assez. Merci au cinéma et à bientôt. Bye bye!